jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Arnaud Montebourg, candidat à l'élection présidentielle. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à tous, bienvenue dans le grand studio de RTL. Bonjour Arnaud Montebourg. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. À mes côtés pour vous interroger, Marion Mourgue du Figaro. Bonjour Marion. Bonjour. Et Adrien Gindre, toujours fidèle au poste pour TF1 LCI. Cette émission est bien sûr en direct. Vous pouvez interagir à tout moment sur nos réseaux sociaux. Hashtag le grand jury. Marie-Pierre Haddad viendra en fin d'émission relayer vos questions, vos interpellations à notre invité dans Parole aux électeurs. Alors Arnaud Montebourg, dans votre livre Programme qui sort mercredi, vous vous présentez, je vous cite, comme l'Aimé Jacquet de la politique, celui qu'on moquait mais qui a fait des Bleus en 98, on s'en souvient, les champions du monde. Avec les 4% au maximum dont vous créditent actuellement les sondages, la remontada s'apparente pourtant à cet instant à une ascension de l'Everest en solitaire. Et puis encore faut-il, Arnaud Montebourg, que le 10 avril prochain, il y ait vraiment un bulletin sur les tables pour le mettre dans les urnes. Est-ce que, Arnaud Montebourg, vous pouvez nous dire que vous êtes certain que vous serez présent le 10 avril sur les tables de scrutin? Merci de votre invitation. Il y aura un bulletin Arnaud Montebourg au mois d'avril. Pour une raison simple, c'est que dans l'ensemble des candidatures qui sont aujourd'hui en train de se dessiner, les propositions que je formule n'existent pas vraiment ou pas du tout. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles cette candidature elle est nécessaire, parce que elle apporte dans le débat public et dans les solutions de l'avenir les solutions qui n'existent pas sur le plateau aujourd'hui. Vous parlez d'Aimé Jacquet, pourquoi ? Parce que le problème, c'est qu'on confie toujours la France au mythe de l'homme providentiel. Je préfère l'équipe, c'est-à-dire en fait le travail à plusieurs. Et c'est ce dont on a besoin quand on va falloir sortir le pays, excusez la familiarité de l'expression, de la panade. Parce que les Français s'appauvrissent, ils le savent mieux quiconque. Mais on va y venir, juste sur la candidature. Oui, bien sûr. On va y venir, on a une heure d'émission. Il y a vouloir être candidat et il y a pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un nombre suffisant de parrainages? Vous en êtes à combien? Nous sommes à 220, bientôt 250. Nous avons des appels de maires spontanés. Pourquoi? Parce que je suis un enfant de la France rurale, comme vous le savez. Je défends les territoires oubliés économiquement, abandonnés politiquement, puisque les métropoles ont pris en quelque sorte le pouvoir sur le pays, à la fois symbolique, mais pas que, économique, et bien sûr politique. Et notre problème dans ce pays, c'est que s'il y a des fractures aussi puissantes dans les territoires, c'est parce qu'on les a abandonnés. La désindustrialisation, c'est d'abord... Donc vous aurez vos parrainages. Pour vous, c'est un fait, vous êtes sûr d'avoir vos parrainages. Je vous ai répondu. Je suis en train de les collecter et je ne vois pas pourquoi je ne les aurais pas. Car mes propositions sont nouvelles, innovantes et fortes. Alors, avant qu'on en vienne dans le détail à toutes vos propositions, juste encore un mot sur cette candidature. Au-delà des parrainages, il y a aussi la question de l'argent. Vous avez engagé une campagne low cost. Vous vous déplacez, on l'a vu, sur des forums improvisés. Est-ce qu'on peut, jusqu'au premier tour, faire une campagne low cost? Est-ce qu'à un moment, vous n'aurez pas besoin des millions d'euros que des banques peuvent prêter à des grands partis installés? Mais écoutez, d'abord, je voudrais tuer l'idée que je serais seul, parce que c'est votre antienne. À chaque fois, je ne peux pas faire un pas, on me dit il est tout seul. D'abord, moi, je veux saluer les sénateurs, les députés qui m'ont rejoint. Ils sont combien? Ici, il y a Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice au Sénat. Il y a Emmanuel Morel, député européen, qui d'ailleurs dépose des propositions qui vont dans le sens de la défense du Made in France. Il y a ces maires qui me rejoignent et il y a ces Français qui me rejoignent. Je veux rappeler qu'un parti politique qui soutenait Jean-Luc Mélenchon, la gauche républicaine et socialiste, vient de me rejoindre et collectivement par un vote qui s'est soldé par une décision dans les urnes. Et ce sont 4000 militants qui viennent de me rejoindre. À l'engagement dont le président est ici présent, je veux quand même rappeler que nous avons dépassé 10 000 adhérents, ce qui veut dire que nous sommes déjà au-dessus des Verts. Je rappelle que Mme Hidalgo était investie avec 22 000 personnes seulement. Il n'y a plus personne dans les partis politiques, mais dans le nôtre. Donc vous dites que nous avons créé il y a 3 mois, nous en sommes déjà à 14 000. Donc je voudrais que vous relativisiez vos appréciaations, messieurs. Arnaud Montebourg, est-ce que des banques également, d'ores et déjà... Mais les banques, elles sont prêtes lorsque elles auront dérisqué la question des remboursements des 5%.
4%. Vous avez dit que je suis crédité de 4%, c'est parfaitement exact. Nous ne sommes déjà plus très loin de 5. Et lorsque je serai à 7, vous me direz comment vous faites pour aller à 10. Et là, je vous dirai comment je vais aller à 10. Et quand je serai à 10, ben, vous me direz comment vous faites pour gagner. Et là, je vous dirai comment je fais pour gagner. Eh ben, on va en parler. Qu'est-ce que je peux vous dire de mieux? Alors, juste parce que tout est important en politique, on le sait, Arnaud Montebourg, et pour ceux qui nous écoutent sur RTL, eh bien, vous avez tombé la veste, Arnaud Montebourg. C'est assez rare sur les plateaux de télévision de voir des hommes politiques sans veste. Alors, c'est peut-être un détail, ça l'est pas toujours. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Que ça veut dire qu'on s'y colle, qu'on travaille. D'abord, c'est pour moi une attitude naturelle. Ces vestes m'encombrent, excusez-moi de vous le dire, et je préfère travailler avec pardon, les manches retroussées, excusez-moi. Il n'y a pas un peu de com politique là-dedans? Je ne fais pas de communication, monsieur Sportouche, je fais des propositions. Je m'intéresse à la vie des Français. Je suis moi-même... J'ai quitté la vie politique professionnelle. Je ne vis pas de la politique. Je suis entrepreneur comme les entrepreneurs qui sont ici, du Made in France, et qui m'accompagnent dans cette aventure. Et je vais vous dire, j'ai un job, je n'en cherche pas un, mais il y a une chose qui me désole par-dessus tout, c'est de voir dans quel état est la France. Et la France, excusez-moi, est quand même dans la panade. Et je pense que les propositions que je formule sont des propositions de nature à nous permettre de remonter. C'est ça le problème. On va y venir, mais avant cela... Collectif et audacieux. Avant cela, l'actualité, elle est toujours, bien sûr, sur la crise sanitaire. Le président de la République va s'exprimer devant les Français mardi dans une allocution. Une question de Marion Mourgue. Si Emmanuel Macron conditionne la 3e dose du vaccin au pass sanitaire, vous dites quoi? Ça va trop loin pour notamment la défense des libertés? Ou vous dites ça va dans le bon sens? Je crois qu'on est allé très loin maintenant dans les atteintes aux libertés et il faut maintenant veiller à proportionner les résultats sanitaires avec les atteintes aux libertés. Les libertés ne sont pas à la disposition du pouvoir. Elles sont un équilibrage permanent entre des contraintes collectives et des droits individuels. Donc vous dites Emmanuel Macron a été trop loin et a usé de ses libertés déjà, la prolongation du pass sanitaire jusqu'au mois de juillet me paraît excessive. Vous ne l'auriez pas voté si vous... Non, je ne l'aurais pas voté s'il m'avait été donné de me prononcer. Je crois qu'il faut proportionner les mesures d'atteinte parce que la liberté, c'est un droit fondamental auquel, d'ailleurs, les valeurs de notre société sont attachées. Et donc, il est hors de question que, comme ça, par des mécanismes d'exception, je rappelle qu'on a déjà accepté tout le droit d'exception du terrorisme, qui était nécessaire, qu'on a accepté l'état d'urgence sanitaire, qui l'a été, et donc il faut revenir maintenant à la normale. Mais ça a été fait pour des raisons sanitaires, Arnaud Montebourg. Je dis que nous l'avons accepté. On a même accepté de se faire des autorisations avant de sortir pour aller me promener son chien. Vous vous rendez compte jusqu'où nous sommes allés mentalement? Ça veut dire quoi, pardon, revenir à la normale, ça veut dire, eh bien, on stoppe, on arrête le pass sanitaire, on le supprime? Le pass sanitaire a eu... J'ai eu le Covid moi-même. Oui. Je suis vacciné. Bien. Et j'approuve la politique du pass sanitaire. Mais je pense qu'à un moment, il va falloir que nous revenions à cet équilibre dans la société qui est liberté et responsabilité. Mais le Sénat a justement saisi le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous approuvez cette décision? Est-ce que vous attendez que le Conseil constitutionnel retoque le pass sanitaire jusqu'à juillet? Je crois que l'analyse de proportionnalité, qui appartient à ces juges, si on peut appeler ça des juges, ce sont des politiques retraités plutôt, devrait être dans leur état d'esprit. C'est comme ça qu'on peut arriver à, j'allais dire, mener des politiques raisonnables. Je trouve que l'excès est dangereux, surtout en période électorale, on va devoir se rencontrer, réfléchir ensemble, discuter, travailler. Et là, ces atteintes-là ne pourront pas être acceptées. Quand vous dites politique retraitée, c'est une manière de dire que vous ne vous en remettez pas au Conseil constitutionnel, qu'il est de votre point de vue biaisé dans ses avis? Je considère que le Conseil constitutionnel est une institution qui est fatiguée, comme d'ailleurs la Ve République, et comme je l'ai déjà dit, j'espère être le dernier président de la Ve République, avec un mandat présidentiel non renouvelable, des ministres destituables, des référendums d'initiative populaire et un Conseil constitutionnel qui soit peuplé, qui contrôle la loi, mais qui soit constitué de magistrats, d'hommes de loi, et non pas des responsables politiques qui, finalement, jettent le trouble, trop politisés, qui jettent le trouble sur ces décisions. Je rappelle que
Maintenant, quand vous votez la loi, vous passez votre vie à essayer de savoir si le Conseil constitutionnel sera d'accord ou pas d'accord. Donc c'est le Conseil constitutionnel qui décide à la place des législateurs. C'est pas dangereux s'attaquer à des institutions comme le Conseil constitutionnel. Vous n'êtes pas le seul à le faire. Éric Zemmour également le fait. Je ne m'attaque pas à des institutions. Je ne m'attaque pas à des institutions. Je constate leur désuétude ou leur inefficacité et je propose une solution de substitution. Je défends depuis 20 ans l'avènement d'une nouvelle République, avec un rééquilibrage des pouvoirs, où les citoyens vont pouvoir, par référendum, intervenir dans la décision. C'était dans les revendications des Gilets jaunes. Ce n'était pas illégitime, je crois. D'ailleurs, s'il n'y avait pas eu le référendum contre la privatisation de l'aéroport de Paris, l'aéroport de Paris serait aujourd'hui privatisé et les gens qui auraient cotisé pour prendre l'aéroport de Paris auraient été ruinés, puisque, évidemment, avec la crise du Covid, tout ça se serait proprement... Donc vous gouverneriez à coup de référendum Je pense que le référendum, c'est l'intervention du citoyen dans la vie politique. On n'en a pas fait usage depuis 17 ans. 17 ans. Je pense qu'on pourra en faire usage quand il y a des grands sujets de société qui se posent. Il y a des grands sujets sur les retraites. Juste une dernière question quand même sur le pass sanitaire. Est-ce que vous avez l'impression qu'Emmanuel Macron en use et en abuse à des fins politiques? Parfois, il nous semble entendre ça dans ce que vous venez de dire. Écoutez, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je ne vais pas faire des procès où il n'y a pas lieu. Ce que je sais, j'ai beaucoup de reproches à faire à M. Macron. Et notamment son bilan économique qui est désastreux. Mais pas sur cette question sanitaire. Sur la question sanitaire, franchement, je pense qu'il y a des abus. Ça va trop loin, je viens de le dire. Mais il faut savoir raison garder. Et s'il y a des institutions, elles sont là pour couper les oreilles en pointe des excès du pouvoir exécutif. Voilà, c'est dit. Alors, il y a une question qui va se poser, peut-être que vous la soumettriez à référendum. C'est les retraites, Adrien. Oui, puisque dans sa dernière allocution, le président de la République avait conditionné la reprise éventuelle de la réforme des retraites à l'amélioration de la situation sanitaire. Est-ce que mardi soir, vous souhaitez l'entendre dire on abandonne une bonne fois pour toutes cette réforme, on ne touchera pas aux retraites avant la fin du quinquennat? Mais le président de la République a pris des engagements auprès de la Commission européenne dans sa trajectoire de stabilité budgétaire et il a promis de faire une réforme des retraites contre l'avis des Français et contre les Français. En fait, l'objectif, c'est de diminuer les Français. C'est de diminuer les pensions. En fait, grosso modo. L'État n'a jamais dit ça. Non, mais il ne l'a pas dit, mais ça revient à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on transfère des actifs vers les inactifs un montant de PIB, et l'objectif demandé par Bruxelles, c'est de réduire. Donc, le président de la République s'est engagé à le faire. Il y a un document qui est public. Et d'ailleurs, la réforme, elle est commandée par Bruxelles, exécutée par M. Macron et son Premier ministre, M. Castex. Vous avez des infos sur le fait que ce sera avant la fin du quinquennat? Mais c'est ce qui va se passer après les élections, M. Gindre. Tout ça est organisé pour l'après-élection. Mais pourquoi? Parce qu'il ne va pas dire je vais faire une réforme impopulaire dans les 3 mois qui me séparent du vote. Je vais faire une réforme impopulaire que je vais dissimuler et que je ferai sans vous le dire pour l'après-élection. Oui, mais les Français ont l'occasion de se prononcer, donc ils peuvent dire oui ou non. Quand ça, ils vont se prononcer. Il y a une présidentielle quand même. Ils vont se prononcer non pas sur une réforme, ils vont se prononcer sur qui sera le président. Ils auront l'occasion, en effet, d'intégrer la question des retraites dans leur jugement. Ma proposition à moi, c'est de lire et de faire lire par le gouvernement le dernier rapport du Conseil d'orientation des retraites. Et donc de ne rien faire. Qui dit qu'il n'y a pas de crise financière sur les retraites avant 2030-35. Mais ça arrive très vite. 2030-35, ça nous donne 15 ans. Je pense qu'en 15 ans, on a le temps, pardonnez-moi, on a le temps de considérer, d'ailleurs, quand je dis 2030-2035, il n'y a pas plus davantage de crise financière, parce qu'après, on considère que ça va s'améliorer, parce que les baby-boomers seront partis à la retraite. Donc, je vous conseille, et je conseille à tout le monde, pour calmer le débat sur ce sujet, éviter les positionnements politiques dans tous les sens, qu'on lise ensemble ce rapport du Conseil d'orientation des retraites pour comprendre à quel point... On le lit, mais vous dites que c'est 2030-2035. Alors, quand on vous entend, on se dit, oui, quand même, mais c'est comme disait Marion, c'est dans 10 ans. Donc on attend d'être dans la crise et ne plus avoir d'argent. Non, parce qu'en 2035, les choses, d'après le rapport du corps, s'améliorent. S'améliorent pourquoi? Parce que la vague des départs à la retraite des baby-boomers sera passée. Le taux de natalité a baissé aussi en France. Donc il va falloir compenser ça. Je trouve qu'il résiste bien et que nous avons de très bons motifs d'espérer. Et j'ajoute que, pour ma part, ma stratégie n'a rien à voir avec la réformite contre les Français, qui est celle de tous les gouvernements depuis 4 quinquennats, on va le dire en gros. Il y a une réformite qui... Non, je vais vous dire pourquoi. La réformite, c'est les Français, vous nous coûtez trop cher, vous êtes des Gaulois réfractaires, vous êtes des fainéants, c'est ce que dit le président de la République avec une morgue, une espèce de mépris vis-à-vis des Français. Moi, ma position, c'est qu'il manque 1 million d'emplois dans ce pays.
Donc moi, je veux les créer. Alors, Et je vais vous dire, si vous créez 1 million d'emplois, je considère, sur 10 ans, nous pouvons créer, donc sur 5 ans, 500 000 emplois industriels ou rattachés indirects. Déjà, avec 1 million d'emplois industriels que nous pouvons créer, il faut changer de méthode, de stratégie. Attendez, et ces emplois-là, c'est ceux-là qui vont payer les retraites. Dans les médias, Juste parce Adrien que Jean. vous dites réformiste, sous le gouvernement auquel vous avez appartenu, a été mise en place la réforme Touraine sur les retraites qui prévoit jusqu'en 2035 précisément qu'on allonge progressivement la durée de cotisation jusqu'à 43 ans. Vous, Président, est-ce que vous laissez cette réforme se poursuivre et cette durée de cotisation s'allonger ou est-ce que vous l'arrêtez ? Il y a un problème de justice sociale pour ceux qui ont commencé à travailler très tôt, évidemment. Et ça, la question se pose vis-à-vis, y compris des retraités qui ont des toutes petites retraites, ouvrières, artisanales, agricoles. Il y a eu des efforts de revalorisation. C'est la loi Fillon qui l'a fait. Donc pour le moment, c'est la loi Fillon, la loi Touraine qui sont en train d'entrer en vigueur. Qu'est-ce que vous faites ? Je considère qu'en l'État, il n'y a pas lieu de réformer les retraites. Les réformes qui ont été faites, Fillon et Touraine, elle a été votée. Qu'est-ce que vous faites ? je suis en train de vous laisser cette réforme. Je vous dis, on ne va pas reprendre la question des retraites. D'ailleurs, j'ai rencontré des entrepreneurs qui m'ont dit... Monsieur, attendez, je voudrais répondre. J'ai rencontré des entrepreneurs qui m'ont dit, écoutez, on en a marre des réformes qui d'ailleurs, pour augmenter 6 mois de durée de cotisation, ne changeront rien parce que les seniors ne cotisent pas, parce qu'ils sont mis au chômage après 58 ans. Donc, à quoi ça sert ? Et souvent, on nous dit, maintenant, si on se mettait au travail. Eh ben voilà, je vais vous dire, mon projet, la remontada, qu'est-ce que c'est ? C'est remettre la France au travail. C'est mieux payer le travail et c'est créer plus de travail. Et pas non plus toucher la durée du travail hebdomadaire. Non plus. C'était une erreur, les 35 heures pour la gauche ? Elle a eu des effets très bénéfiques. Mais on a vu les effets pervers. Il y a des très bons effets, ça a créé des emplois, je m'en souviens, mais des effets pervers. Flexibilisation, modération salariale. Je vais vous parler d'ouvriers dans mon ancienne circonscription en Saône-et-Loire qui coupent du poulet. Figurez-vous qu'il y a 10 ans, ils coupaient 3000 coups de poulet à l'heure. Maintenant, avec le même effectif et toujours payé au SPIC, ils coupent 9000 poulets à l'heure. Les salaires n'ont pas augmenté. Les dividendes des actionnaires ont explosé. C'est la société LDC. Eh bien, figurez-vous qu'ils viennent de se mettre en grève. Donc, je leur adresse un mot de soutien en ce moment. Parce qu'ils demandent des salaires et du partage de la productivité qu'ils ont donnée à l'entreprise. Et beaucoup d'entre eux... Est-ce qu'il fallait 35 heures ou pas ? Cher ami, le sujet est digéré, personne ne remet en cause les 35 heures et tout a été traité. La question, c'est le salaire dans ce pays. Ce n'est pas la durée du travail. Et je vais dire une chose. Pour moi... la question, c'est le partage de la richesse créée dans l'entreprise, à la fois à travers ce que j'appelle le dividende salarié, c'est-à-dire quand vous donnez des dividendes aux actionnaires, il faut donner des dividendes aussi aux salariés de façon beaucoup plus égalitaire, pas seulement à ceux... Donc demain, il y aura moins de dividendes pour les actionnaires, ça revient à ça en fait. Ça s'appelle le partage. Surtout quand des gains de productivité, je prends l'exemple de ceux qui coupent le poulet pour nous permettre de faire des barbecues, eh bien, ils seraient contents de pouvoir partager les efforts, être rémunérés pour les efforts de productivité qu'ils ont faits. Parce que les cadences infernales, c'est pour eux. Les troubles musculo-squelettiques, c'est pour eux. Donc, cette France populaire, ouvrière, complètement oubliée du système économique, aujourd'hui, demande des augmentations de salaire. Donc, j'ai une proposition à vous faire. Mais attendez, vous, Président, pardon, ça veut dire qu'il n'y aura plus de dividendes aux actionnaires ? Pourquoi vous dites ça ? Mais j'essaie de... J'ai dit partager, ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire dans quelle proportion ? La proportion, 1, d'abord, elle est obligatoire dans les entreprises. Ça doit être la première chose. 2, elle doit être répartie de façon égalitaire. C'est-à-dire, c'est pas seulement le management, les cadres, puis les autres, on verra. Non, ça veut dire qu'il y a une négociation qui va se faire dans chaque entreprise. Vous comprenez, quand l'entreprise va mal, eh ben, les ouvriers sont virés. Quand l'entreprise va bien, les actionnaires gagnent bien leur vie, mais on oublie là encore ceux qui travaillent. Donc il y a un problème quand même. Ce système économique un peu trop prédateur doit être humanisé. C'est quoi votre proposition alors ? Ma proposition, premièrement, d'abord, c'est l'augmentation des salaires tout de suite immédiate de 10% du SMIC. Deuxièmement, je veux faire ce qu'on a fait en mai 1968. Il n'y a pas eu ce type de réunion interprofessionnelle depuis 50 ans. C'est ce qu'on a appelé le Grenelle à l'époque. Après, on a fait plein d'autres Grenelles dans d'autres domaines, mais on n'a pas fait sur la question des salaires. Reprendre les 57 métiers en tension, où tous les salaires, d'ailleurs 62% des personnes au SMIC sont d'abord des femmes. C'est d'abord le salaire des femmes qui, dans ce pays, est maltraité. Donc c'est d'abord vis-à-vis des femmes qu'il faut faire cet effort. Et c'est d'abord le SMIC. Plus 10%, ça fait 125
euros par mois. Mais à la charge des entreprises. Vous dites aux entreprises. Le SMIC, c'est l'entreprise qui la paye. Par Est-ce que exemple, je suis chef d'entreprise? Xavier Bertrand propose une prime travail qui, elle, serait financée par l'État. Oui, mais les Français, ils ne veulent pas, je vais vous dire, ils ne veulent pas des allocations, ils veulent vivre de leur travail. Mais les entreprises vont toutes pouvoir supporter, endosser l'augmentation du SMIC? Les entreprises, d'ailleurs, n'ont pas le choix. Pourquoi? Elles le savent, parce qu'elles savent que leurs salariés, avec les augmentations du gaz, bientôt les hausses alimentaires qui vont arriver, les problèmes liés au transport pour aller au travail, l'essence... Il n'y a pas du SMIC que dans de grandes entreprises très riches. Il y a aussi des petites entreprises qui sont un peu limites. Mais d'abord, il faut que vous sachiez, et je veux toujours le rappeler, que jusqu'à 1,6 fois le SMIC, il n'y a presque plus de cotisations payées par l'entreprise. Ce sont des oui, vous ne craignez pas un effet négatif avec des délocalisations? Et je vais vous dire, j'ai un exemple, c'est que j'ai entendu, je vais répondre, j'ai entendu le président de la Fédération de la Restauration, il a dit « je veux augmenter les salaires de 9% dans le secteur ». Pourquoi? Parce qu'il ne trouve plus personne. On ne peut pas travailler sans pouvoir gagner sa vie et en plus avoir des contraintes importantes. J'ajoute, vous parlez de compétitivité. Oui. Elle s'est reconstituée, la compétitivité. Non, mais vous savez très bien que les entreprises partent aussi parce que les charges sont trop importantes. Et si vous leur demandez d'augmenter leur salaire, ils vont dire je vais faire fabriquer ailleurs. Je vais prendre un exemple très concret. Vous êtes certainement allé dans une parapharmacie récemment acheter des masques, peut-être. Vous prenez des masques français, c'est 15 € la boîte des 50 masques. C'est 5 € quand ils viennent de Chine. Si vous augmentez les salaires, vous allez certainement augmenter les prix. Écoutez, d'abord, je voudrais répondre à votre fausse évidence, M. Sportouche, que la remontada des salaires, elle est mondiale. Le président Biden veut fixer un salaire minimal à 15 $, 15 € presque. Le chancelier allemand, nouveau, a mis dans son programme l'augmentation de 20% du salaire minimum fédéral. L'augmentation des salaires? Oui, une augmentation oui, il y a une augmentation de 25% par an en Chine. Les Espagnols, qui pourtant nous font une concurrence très dure, ont augmenté. Là, ils l'ont fait. C'est pas dans les programmes politiques de Biden ou de Scholz. Les Espagnols ont augmenté de 27% les salaires en 5 ans. Donc, maintenant que la mondialisation est en train de faire remonter les salaires et que le monde est en train un petit peu de se rétrécir pour éviter la concurrence déloyale, parce qu'on va mettre des taxes carbone partout, et il faudra le faire, y compris sur les Chinois, d'abord sur les Chinois, nous sommes en mesure d'encaisser des hausses de salaire et de mieux partager la richesse créée. Vous parliez de l'énergie tout à l'heure. Vous avez été très critique sur le chèque inflation du gouvernement. Vous avez même dit que c'était l'utilisation de l'argent public à des fins électorales et que c'était condamné devant le pénal. Vous vouliez porter plainte. On en est où de cette plainte? Parce qu'on a parfois l'impression que Arnaud Montebourg, c'est des grandes déclarations, mais c'est pas suivi des grandes déclarations? Non, ce sont des déclarations tout à fait sérieuses. Et donc, est-ce que vous avez porté plainte? Mais d'abord, il faut examiner la situation. Donc, lorsque on distribue l'argent public en période électorale, quand un maire fait ça, par exemple, il y a des maires qui ont été condamnés. Ils ont même soulagé la facture d'eau de certains de leurs administrés un mois avant l'élection municipale. Ils ont été condamnés pour corruption électorale. C'est interdit. Donc, on va attendre que la décision intervienne, on va voir sous quelle forme, mais pour moi, c'est maintenant qu'il faut le faire. Mais si c'est dans un mois avant les élections, à distribuer des chèques, comme ça a été annoncé par M. Castex, il a dit, jusqu'en février, il a dit. Pourquoi? Parce que, paraît-il, il ne peut pas, alors qu'il fait la paye tous les mois de ses fonctionnaires, au moins, parce que, paraît-il, il ne peut pas le faire avant le mois de février. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire, c'est très grave, cela relève du pénal. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, écoutez, on va attendre que le gouvernement mette en œuvre le dispositif, puis là, je reviendrai vers vous pour vous dire si c'est la manière dont ils le font est condamnable ou pas. Si ça me paraît condamnable, mais parce que je n'ai pas la décision pour l'instant, je ne sais pas quelle modalité ils ont pris. Si c'est au mois de février, je vous dis, c'est du pénal. Mais vous dites, si c'est maintenant, c'est légal. Voilà ma position. Ça commence maintenant et ça va jusqu'au mois de février. Eh bien, ça ne peut pas aller jusqu'au mois de février. Mais Arnaud Montebourg, vous dites, Jean Castex doit être condamné parce qu'il veut aider les Français à faire face au prix de l'énergie. J'ai dit, s'il veut aider les Français, il baisse les taxes sur l'essence. Je rappelle qu'il y a une taxe carbone sur l'essence, plus une TVA de 20% qui est la taxe sur la taxe, et que si on passait la TVA de 20% à 5,5, on serait en fait à 23 centimes de moins par litre pour les Français. Ça fait 10 € économisés. S'il veut aider les Français, il peut le faire. Ce que propose Valérie Pécresse, donc vous êtes assez d'accord avec elle? Mais c'est juste une mesure de bon sens. Quand vous avez un bien de première nécessité, on met 5,5 sur les biens alimentaires. C'est devenu un bien de première nécessité. Il faut voir la queue quand même dans les stations-service Leclerc où Leclerc offre 5% de diminution du litre. Et les gens font la queue 1 heure. Pourquoi? Parce qu'ils n'y arrivent pas. Mais Arnaud Montebourg, vous dites ça, et en même temps, selon l'INSEE, la crise du Covid n'a pas aggravé la pauvreté en France.
c'est toujours le seuil de pauvreté est toujours le même. C'est un niveau similaire à celui de 2019. Donc, la politique d'Emmanuel Macron n'a pas profité qu'aux riches. Elle a aussi protégé, avec le quoi qu'il en coûte, ceux qui ont souffert et qui ont traversé difficilement la crise. Écoutez, si votre question c'est finalement on a distribué de l'argent, on a aidé par le chômage partiel, on a aidé les entreprises, la réponse est heureusement. J'allais dire, on n'avait pas le choix. Sinon, nous serions ruinés. Donc, heureusement. Donc, il n'y a pas tout à jeter du quinquennat. Quand on vous lit, il y a tout à jeter de ce quinquennat. Moi, ce que je vois, c'est la situation actuelle. Oui. Si vous pouvez me dire, si on peut en dire un mot. D'abord, on importe tout. Mais vous dites la France est dans la panade. Vous l'avez répété plusieurs fois. Je l'ai répété. Pourquoi ? Parce que ça me fait mal. Et pardonnez-moi d'exprimer les choses avec une forme de passion, mais elle est sincère, si vous voulez bien l'accepter. Ça arrive, oui, il y a des gens sincères dans ce pays, et vous en avez un devant vous. Mais franchement, quand vous avez 85 milliards de déficit de la balance commerciale, tout le monde est obsédé par la dette, mais tous les pays du monde sont endettés. En revanche, le déficit de la balance commerciale, qu'est-ce que c'est pour ceux qui nous écoutent ? Ça veut dire que on est la lanterne rouge en Europe de l'incapacité de produire pour nous-mêmes. On importe 85 milliards de ce qu'on consomme. Vous savez ce que font les Allemands à la place ? Eux, ils exportent. Non seulement ils consomment, ils produisent tout ce qu'ils consomment, mais en plus, ils vendent aux autres à 185 milliards en excédent. Attendez, j'ai encore un mot à vous dire. On a aussi des questions. Votre horizon, c'est que la France soit autosuffisante et que tous les produits dont nous avons besoin, on les produise sur notre territoire ? Tous les pays européens, à l'exception de l'Espagne, la Roumanie et la France, sont excédentaires. Nous, non seulement ça s'est aggravé sous le quinquennat Macron, mais je sais pourquoi. Quand vous laissez vendre l'industrie en pièces détachées et que vous la laissez déménager, Alstom, Technip, Alcatel, Lafarge, Essilor, Suez, tout ça, c'est les démantèlements Macron. Et on a les preuves. Tous ces éléments sont publics. Vous souhaitez aussi relocaliser les productions qui sont polluantes, par exemple dans l'industrie pharmaceutique, chimique. Ma proposition est la suivante. On ne sauvera économiquement et donc politiquement la France, et donc humainement la France, que si on a une très grande politique du Made in France de taille XXL. Ça veut dire quoi ? Relocaliser. Ça veut dire qu'on va reprendre les 60 produits critiques qui nous manquent. C'est quoi, par exemple, produits critiques ? Par exemple, on va monter... Vous savez ce qu'on va faire ? Par exemple, je vous prends un exemple. Les médicaments alcaloïdes. On en importe chaque année, ça sert à endormir les gens, les opérations chirurgicales. On en importe 10 milliards par an. 10 milliards, c'est l'équivalent de 10 usines. On va dire au directeur d'achat des hôpitaux, maintenant vous achetez sur nos usines. C'est-à-dire que la commande publique est le sujet. Il n'y a pas d'usine, c'est le sujet d'État. Je ne comprends pas, Arnaud. Ça sera des. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Est-ce qu'il n'y a pas d'usine pour les produire pour l'instant en France, ces médicaments ? Donc, mais nous avons une industrie pharmaceutique qui est implantée dans le Tarn, par exemple, où je suis allé. Il y a 17 sites de fabrication Pierre Fabre. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller voir l'industriel X, Pierre Fabre ou un autre, Sanofi, peu importe. On va lui dire voilà, moi je paye l'usine, je suis l'État, j'investis. Ce que font les Japonais. Les Japonais, ils font ça. Donc, ils ont dit, ils payent. Attendez, mais écoutez-moi. Mais on vous écoute. Vous avez les Japonais. Ils ferment les usines en Chine et les remettent au Japon. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils payent le coût de la fermeture et ils payent 75% du prix de la réouverture. Ce que je veux faire. Et comment on va le faire ? On vous paye l'usine. Vous savez monter une boîte, vous savez monter des lignes de production. On va faire ça dans 60 produits. Mais comment on finance ? Parce que vous dites vous-même dans votre livre que la question de la dette sera une question. Si on augmentait 37% des impôts, vous le dites, il y en aurait pour 25 ans. Donc aujourd'hui, ça, vous voyez, c'est exactement ce pourquoi il faut s'endetter. C'est-à-dire c'est de l'investissement qui va nous rapporter énormément. Parce qu'à chaque fois que vous montez une usine, c'est 300. Non, c'est pas grave. Tous les pays européens sont surendettés, les pays du monde sont surendettés. Donc de toute façon, la question de la dette, elle se gérera mondialement. Et de façon européenne et sur le plan continental. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde l'usage qu'on fait aujourd'hui de la commande publique, aujourd'hui, on nourrit les autres. Il y a ici les entrepreneurs du numérique. C'est une industrie numérique. Vous avez ici les 2 présidents des syndicats Made in France d'industrie numérique qui en ont assez que le gouvernement donne les données, fasse travailler les GAFAM, c'est-à-dire les entreprises américaines, et qui disent donnez-nous des quotas technologiques, enfin des quotas technologiques. On a fait les quotas de l'acier, on a fait les quotas sur les bananes, on peut faire les quotas sur le numérique. Il faut un Google français, par exemple. Bon président, il y aura un Google français. Il y aura un Google à tout le moins européen. À tout le moins européen. Bon. Vous voyez, quand vous avez le secrétaire d'État au numérique qui fait un match de foot, il met le t-shirt Google. Est-ce que vous pensez que le président de la République, il va au salon du Bourget en mettant une casquette Boeing ? C'est scandaleux tout ça. Ce sont des gens qui travaillent
pour le reste du monde. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce grand jury. On parlera immigration puisque vous en parlez longuement dans votre livre. À tout de suite. À la Fnac, on a toujours aimé dénicher pour vous le meilleur de la culture et de la technologie. Aujourd'hui, nous créons l'éclaireur Fnac, le site où nos équipes de passionnés vous guident en partageant leur point de vue sur ce qu'elles lisent, écoutent, regardent et testent. Fnac. Facilitez vos travaux grâce au détecteur 5 en 1 avec laser Parkside. Mesurez distance et volume, détectez le bois, le métal et les câbles électriques facilement. Profitez également du pointeur laser avec nivelle pour mettre à niveau tout type d'objet. Détecteur 5 en 1 avec laser Parkside, 19,99 €. Dès jeudi, en exclusivité chez Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Supermarché concerné sur Lidl.fr. Vous venez de réserver un chalet au ski sur Abritel, avec une vue époustouflante sur les cimes enneigées. Un poêle à bois qui va tellement bien avec votre chocolat chaud. Le tout au pied des pistes. Mais ce que tout le monde retiendra de ces vacances, c'est quand papy est reparti à l'assaut des pistes pour donner quelques leçons de ski. N'attendez plus pour organiser vos retrouvailles. Réservez vos vacances sur Abritel. Happy Meal, pour les enfants et ceux qui le sont restés. Amusez-vous avec Astérix et les rouleaux d'activités et de coloriage Oh My en ce moment dans le Happy Meal. Et vous aujourd'hui, vous vendez quoi sur le Bon Coin? Peut-être le berceau de votre fils qui a maintenant 3 ans? Facile, vous mettez un titre, vous fixez le prix, vous proposez la livraison et voilà. Téléchargez l'appli Le Bon Coin. Envoyez à Mathias une lettre pour son anniversaire. Gardez bien au chaud l'échographie de Leïla. Apportez à Yvette la petite Madeleine dont elle raffole. Aidez Lucas à prendre son indépendance en passant l'examen du code. Ah, et aussi permettre à Malik d'envoyer la lettre recommandée dont il devait s'occuper aujourd'hui. Être proche de 67 millions de personnes, c'est une prouesse que nous sommes 250 000 à réaliser chaque jour. La proximité, c'est un métier. Electrolux, for better living, designed in Sweden. Livrer à toute vitesse les baskets de Sonia. Être près de Manon, même si elle a décidé de vivre loin de tout. Dire oui aux pré-étudiants de Léo, Fatou et Alex. Épauler Céline et son associé dans leur conquête de l'Europe. Et laisser respirer le quartier de Karim avec nos véhicules électriques. Être proche de 67 millions de personnes, c'est une prouesse que nous sommes 250 000 à réaliser partout. La proximité, c'est un métier. Parce qu'on aura toujours envie de partir en vacances. Parce qu'on aura toujours envie d'être à l'aise chez soi. Et qu'il faudra toujours contribuer à préserver la planète. Parce qu'on voudra toujours être à l'heure au rendez-vous et nager dans le bonheur entre 35 et 37 degrés. Bref, parce que l'énergie c'est la vie, Total se transforme et devient Total Énergie pour répondre toujours mieux à vos besoins. Faites le plein d'émotions sur OCS. 4 chaînes et tous les programmes à la demande. What? No drama, we're good. Des séries et des films inédits. And I'm gonna find out everything. Tout OCS, où vous voulez et quand vous voulez. That's really all I want. OCS, vous êtes fan? Forever. Nous aussi. Je reviens, maman.
Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais te remercier, papy, pour le virement. Orange Bank. Le premier débat LR marque le top départ de la présidentielle. Avec Route, nous vous donnons rendez-vous demain soir sur LCI. Le premier débat LR, un événement LCI demain à 20h40 avec Routel Krief et David Pujadas. Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le candidat à l'élection présidentielle, Arnaud Montebourg. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Avec à mes côtés Marion Mourgue du Figaro et Adrien Gindre de TF1 LCI. On en vient au thème de l'immigration dont vous parlez beaucoup dans votre livre. Le mot immigration apparaît 8 fois. 2 fois le mot écologie. Beaucoup moins. Justement, on va y revenir à ce thème parce qu'il est venu dans la campagne présidentielle, notamment Éric Zemmour en a longuement parlé. Première question, Marion Mourgue. On a lu attentivement votre livre. Je cite quelques passages. Vous dénoncez une immigration hors de contrôle. La France doit contrôler qui entre chez elle et que sinon, ça pourrait arriver au chaos. On se demande si vous n'avez pas pris votre carte aux Républicains, Arnaud Montebourg. Non, je crois que quand, comme moi, je défends une France qu'on veut remettre au travail, c'est-à-dire payer mieux le travail, créer plus de travail, intégrer par le travail. Pour moi, l'immigration doit être regardée en face. Elle a fonctionné depuis des siècles dans notre pays. Mais vous trouvez qu'aujourd'hui, on en accueille trop ? On ne sait pas intégrer, on ne sait plus intégrer. La machine à intégrer ne fonctionne plus. Donc je défends l'intégration ou rien. Donc pour moi, la question du travail est fondamentale. Vous savez que c'est au cœur de mon projet. Mais c'est la France qui est en cause et qui ne sait plus intégrer, ou ce sont les personnes qui viennent de l'étranger qui ne savent pas? Pour moi, c'est qu'on ne s'en occupe pas. On a laissé faire. D'ailleurs, il n'y a pas... Vous savez qu'il existe un contrat d'intégration républicaine. C'est un bout de papier qui n'a pas de sanction, qui n'a pas de suivi, qui n'est pas effectif. Vous exagérez pas un peu? Non, j'exagère pas. Il faut à peu près 3 ans pour obtenir la nationalité française aujourd'hui. Mais c'est pas la nationalité, là. Vous êtes assailli de questions. Là, vous parlez que de l'immigration pour pouvoir venir en France. Je vous parle parce que vous voulez une immigration conditionnelle. Mais je vous parle d'intégration, pourquoi? Parce que c'est ce qui a fonctionné dans notre pays. Avant d'obtenir la nationalité, qu'est-ce que c'est que l'intégration? Si on parle franchement... Mais quand vous dites « a fonctionné », c'est-à-dire que ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Ça ne fonctionne pas. On voit bien les problèmes que nous avons. Donc la machine à intégrer, les services publics sont en grande difficulté. Quand vous avez dans certains quartiers des écoles avec 80% d'enfants qui ne parlent pas le français, mettez-vous à la place des enseignants, c'est quand même très difficile. Donc vous avez ce type de problème. Donc la machine à intégrer, qu'est-ce que c'est? C'est apprendre le français, respecter les lois, admettre les valeurs de la société française, la laïcité, le droit des femmes. Je termine. Oui, mais je termine, parce qu'il faut quand même que je puisse terminer au moins ma phrase. Peut-être pas ma pensée, mais au moins ma phrase. Allez-y. Et c'est travailler, avoir des ressources, être indépendant, autonome. Ça te fait une place dans la société française. Et puis ensuite, c'est là qu'arrive ensuite l'intégration par la nationalité. Alors, vu que la phrase est longue, donc moi, ma position, c'est de dire, nous avons une immigration économique qui est insuffisante aujourd'hui. En fait, en vérité. Oui, mais là, la phrase, elle est trop longue. Oui, alors attendez, on va vous dire une chose après l'autre. Quand vous dites respecter les lois, qu'on comprenne bien, est-ce que vous dites aujourd'hui les immigrés ne respectent pas les lois? Mais comment peut-on dire ça? Il s'agit d'individus. Vous avez des individus qui sont des voyous et d'autres qui sont des futurs extraordinaires français. Voilà. Charles Aznavour, Zinedine Zidane, ce sont devenus les grands Français. Mais avant, ils ont été des immigrés. Donc, il n'y a pas les immigrés il y a des individus. Et d'ailleurs, j'ai un problème sur la politique d'immigration. Pourquoi on n'arrive pas à intégrer? Parce que vous avez aujourd'hui 100 000 mesures d'obligations pesant sur des personnes qui sont irréguliers, clandestins, qui doivent quitter le territoire, qu'on n'arrive pas à exécuter. Oui, et qui sont là. Et qui, d'ailleurs, souvent, sont des délinquants. Vous faites quoi, justement? J'ajoute, on a réussi, j'ai regardé les statistiques, en 2019, il n'y en avait que 15% qui ont été exécutés, et 6 000, sur les 100 000, 6 000 seulement hors d'Europe. Ça fonctionne mieux en Europe qu'en dehors de l'Europe. Donc moi, je suis maintenant décidé à faire une proposition, et je voudrais le dire ici. Le président de la République a dit qu'il faut supprimer les visas des pays qui refusent de coopérer, puisque le problème,
c'est que nous avons les moyens de ramener ces personnes dans leur pays d'origine. Ce sont les pays d'origine qui refusent de reprendre les personnes qui relèvent de leur juridiction. Donc, la privation des visas, pour moi, ne fonctionne pas. Donc, je suis décidé à taper au portefeuille. Il y a 11 milliards de transferts d'argent qui passent par Western Union sur l'ensemble des pays d'origine. Eh bien, nous bloquons tous les transferts aussi longtemps qu'on n'a pas un accueil de coopération. Ce sont des transferts d'argent privé, là, dont vous parlez. Et ce sont des transferts d'argent privé, mais qui, aujourd'hui, sont une manne pour ces pays. Et nous avons besoin, aujourd'hui, de dire... ça suffit. Mais vous donc les pays d'origine... Attendez, pardon. Vous faites payer même ces immigrés qui sont en France actuellement et qui peuvent venir en soutien de leur famille. Vous leur dites, non, vous ne pourrez plus envoyer d'argent à l'Algérie. C'est pas vous ne pourrez plus, c'est que vous allez être obligé, le gouvernement, les gouvernements des pays, s'ils veulent continuer à avoir le soutien de la diaspora, ce qu'ils demandent, ce qu'ils réclament, ce qui est normal. D'ailleurs, l'ONU est tout à fait favorable à ces transferts et défend d'ailleurs une baisse des prélèvements des organismes qui prennent 6 à 9% selon les cas sur les transferts. Mais moi, je suis désolé, il va bien falloir maintenant que nous arrivions à des résultats. Parce qu'on ne peut pas, nous, accorder de l'aide à ces territoires, à ces pays qui nous envoient un certain nombre de personnes qu'on accueille bien volontiers parce qu'elles respectent nos lois, elles travaillent, s'intègrent, inventent une nouvelle vie, fondent des familles, deviennent français peut-être, et il y en a combien? Nous en sommes tous presque issus, moi j'en suis. Mais même la droite ne propose pas ça. Même la droite ne propose mais pas. Mais attendez, moi je suis désolé, mais comme on n'arrive pas à faire exécuter nos mesures d'exécution du territoire, et d'ailleurs, quand vous entendez la droite, l'extrême droite dire « faut être ferme, faut être ferme, faut être ferme », il n'y a pas aujourd'hui de solution. Donc s'il n'y a pas de solution... Comment on fait avec tous ces délinquants qui sont obligés, de quitter le territoire, qui sont obligés de quitter le territoire et qui ne quittent pas, et qui sont là? Les personnes dont vous parlez qui envoient de l'argent dans leur pays d'origine, à leur famille, etc., n'ont quand même aucun rapport avec les immigrants illégaux qui ne... Elles ont un rapport d'abord qu'elles sont sur notre territoire. Deuxièmement, que leur pays d'origine commune, que leur pays d'origine refuse de coopérer avec nous. Et ça, c'est un énorme problème. D'ailleurs, elles le ressentent elles-mêmes quand elles ne peuvent pas retourner. Donc, vous les ramenez les accords de coopération. C'est l'origine désormais qui permet de définir... Les accords de coopération, ça existe. On en a besoin. Et on ne peut pas continuer comme ça. Mais vous vous rendez compte que ce que vous dites, c'est qu'on applique des mesures coercitives à des gens au seul motif qu'ils sont issus... Ce sont des mesures provisoires qui sont destinées à amener les États à donner des solutions à nos problèmes. Nous avons des problèmes, ces pays ont les leurs. Nous devons nous concilier pour les trouver. Ça s'appelle la coopération diplomatique. Il n'y a pas de coopération aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois que l'année dernière, un des pays d'Afrique, sur 7000 obligations de reconduite à la frontière, n'a donné de laissez-passer que pour une trentaine d'entre eux. Est-ce que vous croyez qu'on va continuer comme ça? Donc ça veut dire que la France peut continuer à garder sur son territoire, alors qu'il y a 100 000 personnes qui sont obligées de quitter le territoire, va les garder sur place. Donc il va falloir ouvrir le rapport de force. Vous vous rendez compte comme des gens de gauche qui vous soutiennent vont peut-être s'étrangler, on vous entend dire ça, vous ne pensez pas? Écoutez, je pense qu'il faut résoudre ce problème. Vous ne croyez pas qu'il faut le résoudre? Parce que si on résout ce problème, nous allons faire de grands progrès dans l'intégration pour ceux qui, eux, font des efforts sur le territoire, progressent, travaillent, apprennent la langue, se marient. De l'argent avec Western Union à leur famille. On ne leur prend pas cet argent. Si vous le séquestrez... On ne leur prend pas, on leur dit, vous ne pouvez pas passer pour l'instant parce qu'on a un problème avec votre pays. Excusez-moi, d'ailleurs, qu'est-ce que fait certains pays aujourd'hui? Ils bloquent. Pas l'argent, ça s'appellerait de la spoliation. Ce n'est pas une spoliation puisqu'il ne provisoire. prend pas. Il est toujours à eux. Qu'est-ce que vous racontez? Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est un blocage de transferts financiers. Et excusez-moi, c'est notre droit. Vous êtes sûr il y a des droits individuels et il y a des droits collectifs. Vous êtes sûr que c'est légal, Arnaud Montebourg? Vous êtes persuadé de ça? Écoutez, c'est une mesure économique de transfert de capitaux et je crois que le droit du transfert des capitaux en cas de souveraineté nationale doit s'appliquer. Vous n'êtes pas en train de vous émouriser, Arnaud Montebourg? C'est-à-dire que c'est vrai que Éric Zemmour dit c'est moi qui ai mis ce débat de l'immigration sur la table et du coup tout le monde emboîte le pas. D'abord, je vais vous dire, le problème des reconduites à la frontière, c'est un problème qui date depuis qu'on traîne sans aucun règlement depuis maintenant des années. Est-ce que la gauche et qui s'aggrave. Est-ce que la gauche a trop fermé les yeux justement sur ces questions? Non, je dis pas ça. Je pense qu'il faut que tout le monde le sait ça.
mais on ne le traite pas. Donc vous avez des discours en permanent fermeté, fermeté, ça ne veut rien dire. Parce qu'en vérité, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend d'une décision d'un État étranger qui prend des décisions qui sont contraires à nos intérêts. Donc il y a bien un moment où il va falloir qu'on entre quand même dans le vif du sujet. Sur le regroupement familial, ça dépend de nous. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il faut limiter, réduire massivement cette question du regroupement? Pour l'instant, traitons d'abord la question fondamentale de ceux qui n'ont aucun droit à rester sur le territoire. Je vous assure, 100 000 personnes qui, aujourd'hui, restent sur le territoire alors qu'ils ont une obligation de quitter le territoire, c'est-à-dire des clandestins illégaux, déjà, 100 000 personnes, ça réglerait beaucoup de problèmes. Je vous assure. Et par ailleurs, mettons dans le contrat d'intégration un contenu. Apprendre le français, c'est pas seulement aller faire des heures. Hein, et encore, c'est pas toujours contrôlé et suivi. C'est effectivement apprendre le français. Faire cet effort. Et d'ailleurs, on pourrait, franchement, faire ce travail d'apprentissage en suivant les individus les uns après les autres. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a des clandestins dont vous parlez qui sont là aussi pour gagner leur vie, qui travaillent illégalement. La gauche, en son temps, les avait naturalisés parce que justement, eh bien, ils étaient là depuis un certain temps. Sur naturalisé, non. Naturalisé, ça veut dire qu'ils acquièrent la nationalité française. Parce qu'ils avaient la possibilité de prouver qu'ils travaillaient depuis un certain temps. Vous ne le feriez pas? Je pense que le parcours d'intégration ou le contrat d'intégration, c'est apprendre le français, trouver un travail. Nous avons 300 000 emplois non pourvus. Par exemple, j'ai rencontré le président des agriculteurs, des groupements d'employeurs d'agriculture. Il cherche 27 000 contrats à durée indéterminée. Est-ce qu'il est prêt à former si l'État apprend le français à ses personnes? Réponse oui. Donc on peut parfaitement dire que le contrat d'intégration, c'est l'apprentissage du français, l'acquisition d'un travail, le respect des lois, et donner un contenu à ce contrat. C'est ce que j'appelle le donnant-donnant, la conditionnalité. Mais pour que ce contrat, pardonnez-moi, M. Sportouche, pour que ce contrat ait une force, il faut quand même que, quand il n'est pas respecté, la sanction soit effective. Sinon, c'est du papier. C'est du papier. Adrien Gindre. À votre place, la semaine dernière, Anne Hidalgo disait qu'Éric Zemmour est un guignol. Est-ce que vous diriez ça aussi, sachant que, exactement comme vous, il dit que l'immigration est un sujet prioritaire et qu'il faut régler cette question des reconduites à la frontière? Mais c'est Monsieur Zemmour, pour moi, est un personnage extrêmement dangereux. Parce que c'est l'allié objectif des islamistes. Mais parce qu'il parle immigration, comme vous? Non, il ne parle pas immigration. Lui, il a une vision qui consiste à dire... l'islam est incompatible avec la République, c'est une absurdité. Combien de nos compatriotes sont musulmans? Il y en a beaucoup. Et ils sont dans la République, sont même les amoureux de la France et de la République. Ils votent, ils participent. Qu'est-ce que ça veut dire? Et vous savez pourquoi il dit ça? Il dit ça comme les islamistes. De même chose, quand il fait la guerre aux femmes, comme les islamistes d'ailleurs. Il mène la contre-révolution féministe. Il est d'ailleurs totalement d'accord avec son ami Tariq Ramadan. D'ailleurs, ils se soutiennent mutuellement dans leurs affaires d'infraction sexuelle. Comme Anne Hidalgo vous appelez à manifester, Arnaud Montebourg. Quand le rabbin Korchia dit c'est un antisémite, ce Zemmour, vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Mais il est antisémite comme beaucoup de ces islamistes qui mènent la guerre aux juifs. Donc, vous voyez bien qu'il légitime tout le corpus doctrinal haineux de ceux qui, aujourd'hui, tapent sur la France. Et pour moi, Zemmour est un personnage dangereux. Et d'ailleurs, sa réhabilitation du pétainisme, cracher sur la résistance, combien d'heures j'ai passé comme parlementaire devant les monuments du 18 juin, on a fredonné le chant des partisans. Mais cet homme souille cet héritage-là de la France libre. Et donc, pour moi, c'est un personnage... Et d'ailleurs, on devrait relire ce qu'a dit Charles Pasqua. Intéressant. Charles Pasqua, comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas beaucoup d'affinité avec lui. Peut-être que vous en avez désormais. Non, mais au moins ça, on peut lui donner raison. Il est décédé en 2015. 2015, ça fait 6 ans. Et avant sa mort, il avait dit « Si M. Zemmour pense que Pétain a protégé les Juifs de France et qu'il ne connaît rien à la réalité des choses, Pasqua appartient effectivement à un réseau de résistance où participaient Pierre Mesmer et Roland Dumas. » Et il a ajouté « Si quelqu'un était venu tenir le genre de propos de Zemmour devant nous, je ne sais pas dans quel état il serait ressorti. En clair, on lui aurait cassé la gueule. » Voilà ce que dit Charles Pasqua, ancien ministre. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que dit Charles Pasqua. Donc vous avez aujourd'hui un personnage qui défend la nation ethnique qui n'a aucun sens, alors que notre travail, c'est de rassembler les Français et qui est en train de les diviser
et de les injurier. Mais sur la laïcité, vous êtes très attaché, vous en parlez de la laïcité. Une question très concrète là-dessus, Marion Mourgue. Est-ce que vous êtes pour l'interdiction des signes ostentatoires, quelle que soit la religion, pour les mineurs notamment? Dans l'espace public. Écoutez, je pense que l'espace public est libre, donc le sujet n'est pas celui-là. Le sujet n'est pas d'utiliser la laïcité pour donner l'impression d'être contre telle religion ou telle autre. Je rappelle qu'en 1909, Aristide Briand, le président du Conseil, a fait poursuivre les évêques qui soutenaient des prêtres qui refusaient l'application de la loi de 1905. Donc la lutte dans le champ de l'école, les crucifix, l'atteinte aux personnes, ça doit être effectivement notre chemin, c'est-à-dire qu'il faut faire la même chose avec aujourd'hui ceux qui entrent utilisant la religion de l'islam et qui en font un projet politique qui s'appelle l'islamisme pour faire intrusion dans le champ public, doivent être combattus très fermement. Donc vous n'êtes pas de ceux qui sont choqués de voir des fillettes voilées, par exemple, dans l'espace public? Mais je considère, si vous voulez, que le sujet n'est pas celui-là. Le sujet, ce sont les islamistes qui travaillent la société et qui l'attaquent de façon extrêmement dangereuse. Mais sur la sécurité, parfois, on vous lit, on a l'impression de lire le même livre que celui d'Éric Zemmour. Vous dites partout l'incivilité, la délinquance, la criminalité abondent. Vous décrivez une société de chaos, voire de guerre civile. C'est-à-dire ces mêmes mots qu'utilise Éric Zemmour. Est-ce que vous n'êtes pas dans l'excès? Là, je pense que vous m'avez mal lu. C'est exactement les mots que vous utilisez. Écoutez, nous avons des problèmes d'insécurité. Je pense que tout le monde le sait. Nous avons des territoires qui ne sont plus sous contrôle de la République. Tout le monde le sait. Donc on a deux solutions. Soit on ne fait rien, soit, et d'ailleurs ignorer un problème n'a jamais permis de le résoudre. Soit on le résout de façon républicaine. Donc moi, quelle est ma proposition? Le retour de la police de proximité et de présence. Et combien vous embauchez de policiers? Un grand nombre. Combien? Et c'est combien? Je ne sais pas. Mais un grand nombre. Si vous devez. Vous devez. Gendarmes, quand je dis je ne sais pas, je vais vous dire pourquoi. Une évaluation, non? Pas encore. Je vais vous dire pourquoi. Je ferai le cadrage de mon projet au printemps, enfin à la fin de l'hiver, quand j'aurai terminé ce projet. Mais sur la question des gendarmes qui font la police de proximité, eux, en milieu rural, ils ont 80% du territoire, 52% de la population. Avec des résultats. Bon, on a une police de proximité qui a été abolie. Je crois que c'est M. Sarkozy qui l'a abolie, il avait supprimé 10 000 policiers. Donc déjà, regardez ce qu'a dit Gérard Collomb quand il a quitté le ministère de l'Intérieur. Vous dites la même chose en disant que les Français vivent retranchés. Non, mais les Français n'ont pas qu'un sentiment d'insécurité. Il y a des problèmes, franchement, qui sont liés. Mais ce que vous décrivez, c'est Et alors, il faut regarder la réalité en face et la résoudre. Le sujet, c'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on fait. Vous pourriez travailler avec la droite sur ces questions-là? Ma proposition, c'est une proposition de police de proximité, le retour. Inventé par Jean-Pierre Chevènement, qui n'était pas, je crois, LR, et qui n'est plus aujourd'hui. Voilà, merci. Après un colloque célèbre qui s'est appelé le colloque de Villepinte. Pour la mémoire. Pour ceux qui ont la mémoire. Aujourd'hui, comme il n'y a plus Jean-Pierre Chevènement, est-ce que vous pourriez travailler avec la droite sur ces questions-là? Ma proposition est une proposition politique qui n'est pas liée à la droite, à la gauche. Je suis un homme de gauche, tout le monde le sait. Je suis un entrepreneur. Vous êtes le nouveau Macron, au-dessus des clivages, au-delà des clivages. Je ne sais pas. Je sais une chose, c'est que ma proposition, elle, pour moi, elle s'inscrit dans un projet de reconstruction nationale et de progrès social. C'est d'ailleurs l'esprit du Conseil national de la résistance. Vous êtes un gaulliste social? En 1945, quand le pays était très bas, et nous ne sommes pas très loin d'être très bas, qu'est-ce qu'ont fait les forces politiques? Elles n'ont pas fait du débauchage, parce que le macronisme, c'est du débauchage dans les partis politiques. On va chercher tous les opportunistes, on fait un gouvernement. Vous voyez le résultat. Là, c'est différent. Ce sont des partis politiques qui sont venus avec leurs convictions, qui ont décidé de faire un projet commun pour remonter le pays. Travailler avec la droite comme les communistes demain. Moi, j'ai dit, pourquoi ça m'inspire le Conseil national de la résistance? Parce que c'est le cas dans lequel il y a eu un compromis historique entre des forces opposées qui se sont mis à travailler ensemble pour résoudre les problèmes. Et ça allait des gaullistes. Il y avait les socialistes, il y avait les radicaux et les communistes. C'est l'heure de vous, président. Le grand jury. Vous, président. Pour ou contre Arnaud Montebourg renationaliser à 100% l'aéroport de Paris? Non, pas à 100%. Mais, à combien? Mais gardé dans le giron de la nation, c'est-à-dire majoritaire, puisqu'il faut une loi pour passer en dessous de 50 ans. Pour ou contre la priorité nationale pour tous les marchés publics? Oui, la commande publique doit être priorité locale. D'ailleurs, dans l'affaire des pulls de l'armée, où
l'armée a essayé de nous enfumer, on les a pris les mains dans le sac. Nous avons réussi à démontrer, avec les entrepreneurs d'origine France Garantie qui sont ici présents, du textile, nous avons réussi à démontrer que maintenant l'armée fait des délocalisations maquillées au Maghreb. Donc, vous renouvelez votre accusation alors qu'ils disent que c'est une infox. Hein. Mais ils racontent n'importe quoi. Ils racontent n'importe quoi. L'armée ment. Pardon ? L'armée ment. Mais non, ils ont reconnu que c'était pas fait en France. Alors, qu'est-ce qui... C'est vous qui ne comprenez pas ce qui se passe. Contrairement à ce que vous aviez indiqué. Mais je n'ai pas indiqué ça en ce qui me concerne. Ce que j'ai dit, c'est que c'était pas fait en France et que la manufacture a perdu un marché qui est allé au Maghreb. Est-ce que l'argent des contribuables doit servir à financer l'industrie des autres ? Non. L'argent des contribuables doit servir à financer notre industrie et à réindustrialiser. C'est ce qu'on demande dans le numérique, c'est ce qu'on demande dans le textile, c'est ce qu'on demande dans tous les secteurs. On continue. Pour ou contre la légalisation du cannabis ? Contre. Pour ou contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution ? Plutôt pour. Plutôt pour. Pour ou contre la GPA encadrée ? Non, je ne comprends pas ce que ça veut dire encadrer. Donc je ne réponds pas à votre question. La GPA tout. Est-ce que vous êtes pour ou contre la GPA ? La gestation pour autrui. J'ai toujours dit... Ah, gestation pour autrui. Non, pas du tout. Contre, d'accord. Pour ou contre la suppression du poste de Premier ministre ? Non, je suis pour le renforcement du poste du Premier ministre. Ah, vous voulez pas... Donc vous auriez une 6e République avec toujours un président et un Premier ministre ? Oui, mais avec un président qui aurait moins de pouvoir et un Premier ministre qui rendrait beaucoup plus compte de son travail devant un Parlement renforcé et des citoyens plus puissants et présents. La parole aux électeurs. Le grand jury, parole aux électeurs. Bonjour Marie-Pierre Haddad. Bonjour à tous, bonjour à Arnaud Montebourg. Alors l'actualité de la semaine pour les internautes, c'est le pouvoir d'achat. Beaucoup s'inquiètent de voir les prix des produits de première nécessité augmenter, dont le prix de la baguette. Et ils ont une question pour vous, ils veulent savoir si vous voulez supprimer la TVA sur la baguette pour éviter que son prix augmente. Je crois que la TVA sur les produits de première nécessité est à 5,5. S'il y a des problèmes de flambée des prix alimentaires sur des produits de toute première nécessité, il faudra y venir. Il faudra y venir. Il faut en arriver là. Oui, il faudra y venir. C'est soit ça, soit le blocage des prix. Et peut-être que la question du blocage des prix. Le blocage des prix se posera, puisque là, nous avons des pronostics qui sont faits par la grande distribution, par le secteur du détail. Ils disent qu'on va avoir des augmentations de 5 à 15% dans certains cas. Donc attention, parce que si les Français ne peuvent pas se nourrir, il faut augmenter les salaires. Donc ça, de toute façon, il faudra le faire. Mais ce sera un rattrapage. Donc après, est-ce que la question de l'inflation va se poser ? C'est à ce moment-là qu'il faudra prendre des mesures. Des prix éventuellement. Bon, c'est dit. Autre question, Marie-Pierre Oui, une Haddad. autre question, cette fois-ci de Sabine, qui veut vous interpeller sur le sujet de l'outre-mer, donc vous, le chantre du Made in France. Elle trouve que c'est un sujet qui est oublié des campagnes électorales. Écoutez sa question. Arnaud Montebourg, bonjour. Les Antilles subissent une concurrence déloyale car avec les lois, il est plus favorable d'expédier des aliments sur nos territoires plutôt que de les produire sur place. Vous, président, comment développez-vous la production locale ? On va faire exactement ce que j'ai proposé au président des fruits et légumes de France, mais la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, c'est la France, c'est-à-dire de réinvestir dans des capacités de production bien meilleures que celles qui existent aujourd'hui, plus quantitatives, pour avoir de la production locale et du circuit court. Et je vais vous dire, il y a des candidats dans le maraîchage pour produire les fruits et légumes sur place. Il n'y a simplement pas les disponibilités financières. Donc c'est une politique d'investissement dans le cadre du Made in France, XXL. Oui, Fred veut y voir plus clair sur votre projet et les personnalités politiques qui vont vous entourer. Il veut dire, pour une fois, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de dire déjà dès maintenant le gouvernement que vous comptez constituer ? Donc avec qui comptez-vous travailler si vous êtes élu président de la République ? C'est trop tôt pour le dire. D'abord parce que je démarre cette campagne, que mes propositions doivent convaincre. Et donc, vous avez voté pour Jean-Luc Mélenchon en 2017. Est-ce que, par exemple, Jean-Luc Mélenchon pourrait travailler avec... J'ai un certain nombre de désaccords, sinon je ne serais pas candidat. J'ai des désaccords avec le Parti Socialiste, j'ai des désaccords avec les écologistes. Celui avec qui, par exemple, j'ai un accord assez proche, c'est M. Roussel. Et vous êtes sûr que sur l'immigration, Fabien Roussel sera d'accord avec vous ? Je ne sais pas, on en discutera. J'ai un accord, j'ai des accords sur les questions économiques, nationalisation des autoroutes, augmentation du SMIC à 1 400 € avec M. Roussel, par exemple. Je trouve que ce serait un très bel attelage. On lui posera la question sur votre projet immigrationniste. Sur en début d'émission, avoir beaucoup de soutien, mais sauf erreur de ma part, Bernard Cazeneuve, Martine Aubry et hier encore François Hollande sont affichés avec Anne Hidalgo. Elle a quand même beaucoup de soutien historiquement important pour le Parti Socialiste et la gauche.
Oui, bon, écoutez, François Hollande, pour moi, c'est le passé. Donc, ce qui compte pour moi, c'est l'avenir. C'est ce qu'on va tirer comme leçon du passé, je crois l'avoir fait, et peut-être se projeter vers l'avenir. Est-ce que Emmanuel Macron est un meilleur président que François Hollande, vous diriez, ou quand même François Hollande reste quand même... Pour moi, c'est à peu près la même politique. C'est la même chose, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. En fait, quand on regarde ce qui s'est passé pendant toutes ces années, on voit bien que les alternances se succèdent, mais les Français s'appauvrissent, le pays continue à se déglinguer, et nous nous retrouvons en situation difficile. Donc, c'est le projet de la remontada. Toute dernière question. Qu'est-ce que vous faites en 2022 si vous perdez la présidentielle? Est-ce que vous arrêtez définitivement la politique? Je ne me place pas dans cette perspective. Vous pensez gagner? Mais de toute façon, j'ai un travail. Est-ce que et je continue pendant la campagne à m'occuper de mes entreprises parce que j'ai charge d'âme. Oui, est-ce que dans le cas d'un Macron-Le Pen et d'un Macron-Zemmour, votre position est assez claire? Vous votez pour le président de la République? Je ne me place pas dans le deuxième tour. On va déjà faire le premier tour. Puis quand il y aura le deuxième tour, vous m'inviterez, puis je vous répondrai. Mais c'est pas aussi simple que ça pour vous? C'est très simple dans ma tête, mais pour l'instant, je considère qu'ils ne seront certainement pas au deuxième tour. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Merci Arnaud Montebourg, merci à tous de nous avoir suivis. Très belle semaine, à la semaine prochaine.